Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite la pierre de Dashka. On a traité sur cette chaîne de nombreuses tablettes de pierre, mais aucune n'a été aussi controversée que la pierre de Dashka, également connue sous le nom de carte du créateur. Et certains pensent que cette tablette est la ligne directrice utilisée par celui qui a créé la planète. Et aussi impossible que cela puisse paraître, il pourrait s'agir d'une carte vieille de 120 millions d'années, ou du moins c'est une théorie. Mais avant d'entrer dans la partie controversée, commençons par les bases. La pierre de Dashka a été découverte en juillet 1999 par des archéologues de l'université d'État de Bachkir dans les montagnes de l'Oural en Russie. Et toutes ces années plus tard, et après d'innombrables tentatives de déchiffrage, personne n'y est jamais parvenu. Mais il existe bien sûr de très nombreuses théories. La tablette ne représente pas seulement le paysage des montagnes de l'Oural, elle montre près de 12 000 km de paysage, y compris des barrages, des canaux et ce qui semble être une écriture mystérieuse. Pour certains, cette tablette est d'une précision terrifiante, comme si celui qui l'a créée avait une sorte de vue aérienne. Mais comment cela serait-il possible? Et attendez, ce n'est même pas la partie la plus folle. La pierre de Dashka est étonnamment grande, et je suppose qu'elle doit l'être pour contenir toutes ces informations. Elle mesure près d'1,50 m de haut, 1,06 m de large et près de 16 cm d'épaisseur. Elle est aussi étonnamment lourde, puisqu'elle pèse environ 1 tonne. Alexander Tchouvirov, professeur d'archéologie de l'État de Bachkirie, a dirigé une équipe de scientifiques russes et chinois pour étudier la tablette. Ils ont été choqués de constater que la pierre semble représenter une carte topographique précise de la Bachkirie, qui s'appelle désormais République du Bachkorostan, et avec des détails tels que des montagnes et des rivières qui existent toujours. Et le docteur Tchouvirov a décidé de baptiser la pierre Dashka en l'honneur de sa petite fille qui est née le jour même de la découverte. Et cette énorme tablette semble avoir été conçue pour durer. Elle comporte 3 couches, ce qui indique qu'elle a été fabriquée par la main de l'homme, ou du moins artificiellement. Mais de quoi est-elle faite au juste? La première couche, la plus épaisse, ressemble à un solide mélange de ciment ou de céramique à base de dolomite. La deuxième couche, d'une épaisseur de 2,5 cm, est constituée de verre diopside mélangé à du silicium. Et la dernière couche, la plus fine, est constituée d'un mélange de calcium et de porcelaine. Et selon Ancient Origins, ces couches ont permis de protéger la pierre et de créer un effet de lumière diffuse pour l'éclairer. Cela renforce la théorie selon laquelle la tablette a été fabriquée par une civilisation très avancée ou bien par des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. Mais pourquoi la tablette comporte-t-elle plusieurs couches? Certains pensent que c'est pour la protéger des dommages. Mais est-ce vraiment le cas? En tout cas, c'est une tablette très ancienne qui est toujours en très bon état. Tchouvirov a expliqué comment ils ont pu identifier ce que la carte montrait avec une équipe d'experts de divers domaines, notamment la cartographie, la physique, les mathématiques et la géologie. Ils ont décodé la carte, identifié des rivières et un important canyon comme s'ils suivaient un faisceau d'indices afin de confirmer l'exactitude de la tablette. Et comme elle est très ancienne, cela signifie que les plaques tectoniques se sont déplacées au cours des millions d'années. Heureusement pour eux, le paysage de l'actuelle Bachkirie n'a pas vraiment beaucoup changé, ils ont pu identifier l'élément le plus important, à savoir le canyon de l'Oufa. Tout ceci est très bien, mais tout le monde n'est pas vraiment convaincu, suggérant que ces fissures aléatoires dans la dalle ne sont que pure coïncidence. Mais qu'en est-il de la date extrême de 120 millions d'années? Cette date provient de fossiles de coquillages trouvés dans la roche. Une date plus réaliste est que la tablette a été fabriquée il y a 3000 ans, ce qui est plus logique, mais reste très ancien compte tenu de tous les détails et de toutes les informations figurant sur la carte. Les hiéroglyphes n'ont pas encore été déchiffrés. Et selon certains experts, il pourrait s'agir de Chinois anciens, comme il pourrait s'agir de marques aléatoires. Il n'y a donc pas seulement une carte, mais aussi un code à déchiffrer. Mais la question la plus importante dans tout cela est de quel côté êtes-vous? Simple coïncidence ou véritable carte topographique? Le cristal des cieux. En matière de découverte scientifique, peu d'histoires sont aussi captivantes que la saga du quasi-cristal. Il s'agit d'une météorite minuscule mais puissante qui a émergé des profondeurs de l'espace pour remettre en question notre compréhension même de l'univers. L'histoire commence en 2009 dans les salles du Musée italien d'histoire naturelle de Florence. Un groupe de scientifiques y découvre par hasard un petit grain d'un minéral extraterrestre rangé dans une boîte.
Ils étaient loin de se douter que cette modeste trouvaille les entraînerait dans un voyage à travers les continents et les millénaires, leur permettant de percer les mystères du lointain passé de notre système solaire. Ce joyau céleste provenait des confins de la Sibérie orientale, près des imposantes montagnes Koryak. Baptisée météorite de Katirka, elle témoigne de la naissance tumultueuse de notre système solaire il y a quelques 4,5 milliards d'années. Et dans cette météorite se cachait quelque chose de vraiment époustouflant, une découverte qui a bouleversé le monde scientifique. Il s'agit de la révélation de l'existence de quasi-cristaux. Cette découverte a fait très grand bruit, un peu comme si l'on découvrait que les extraterrestres existaient, mais sous forme de roches. Mais vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'un quasi-cristal? Eh bien, en termes très simples, leur structure n'est pas périodique. Contrairement aux cristaux qui ont une disposition régulière et répétitive de leurs atomes, les quasi-cristaux sont un tout petit peu rebelles. Imaginez que vous regardiez un quasi-cristal au microscope. Vous verrez des arrangements d'atomes qui forment des motifs pentagonaux. C'est un peu comme si quelqu'un avait joué avec des Legos et construit quelque chose de bizarre et non symétrique. Et c'est d'ailleurs cette asymétrie qui est incompatible avec la périodicité spatiale typique des cristaux. Les quasi-cristaux sont en quelque sorte les rockstars du monde minéral, affichant des formes et des configurations jamais vues dans la nature. En d'autres termes, les quasi-cristaux défient les conventions de la minéralogie traditionnelle. Et pendant des décennies, les scientifiques croyaient que ces formes exotiques de matière n'étaient rien d'autre que des chimères théoriques, jusqu'à ce que la découverte de quasi-cristal de Katirka fasse voler ses idées en éclats. Paul Steinhardt, physicien visionnaire de l'université de Princeton, a été le fer de lance de la quête du quasi-cristal. Et avec l'aide du géologue italien Luca Bindi, Steinhardt a réuni une équipe de scientifiques pour examiner de très près cette bizarrerie céleste. Ensemble, ils ont plongé au cœur du quasi-cristal, dévoilant ses secrets couche atomique par couche atomique. Mais quand ils trouvaient au juste, ils ont non seulement confirmé l'origine extraterrestre du quasi-cristal, mais ils ont également découvert des indices sur son parcours cosmique. Incrusté dans un minéral appelé stishovite, le quasi-cristal portait la signature indubitable de sa naissance météorique. Forgé dans le creuset de collisions interstellaires il y a de cela une éternité. Et poussés par leur insatiable soif de connaissance, Steinhardt et ses camarades se sont lancés dans une expédition en Sibérie en 2011. Armés de pioches et d'un sens de l'aventure scientifique, ils ont fouillé la péninsule du Kamchatka à la recherche d'autres quasi-cristaux. Et voilà qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Ce n'est pas un, ni deux, mais 3 quasi-cristaux qui ont été découverts, nichés dans l'étreinte rocheuse de la météorite de Katirka. Chacun d'entre eux témoigne de la créativité cosmique qui façonne notre univers avec ses propriétés moléculaires uniques et ses origines très mystérieuses. Les cratères explosifs. Les dolines peuvent être absolument terrifiantes. Avez-vous vu ces vidéos de dolines qui s'ouvrent au hasard et engloutissent une voiture ou voire une maison entière? C'est sûr qu'on n'aimerait pas être là, mais en Sibérie, il existe un phénomène encore plus terrifiant. Les cratères qui explosent. Et depuis plus d'une décennie, au moins 8 trous géants d'une profondeur d'environ 50 mètres et d'une largeur de 20 mètres chacun se sont ouverts en Sibérie. Ce phénomène a déconcerté les scientifiques pendant des années car ils ne savaient pas ce qui se passait, mais ils ont récemment élaboré une théorie expliquant la formation de ces cratères. Et ces cratères spécifiques ne se trouvent que dans les péninsules russes de Yamal et de Guidan, d'ailleurs on les appelle trous de Yamal aussi, et nulle part ailleurs dans l'Arctique. Cela suggère que le secret pour résoudre ce mystère pourrait être caché dans le paysage lui-même. Et toutes sortes d'idées ont été lancées sur la cause de ces trous monstrueux. Certains ont proposé que les impacts de météorites soient à blâmer, tandis que d'autres suggèrent que les cratères pourraient être le résultat d'explosions de gaz naturel. Ces cratères pourraient apparaître là où se trouvaient autrefois d'anciens lacs avec des bulles de gaz naturel provenant du pergélisol sous-jacent. Ces lacs ont pu s'assécher, ce qui aurait exposé le sol sous-jacent à des températures glaciales qui auraient bouché les cheminées et ventilations naturelles, empêchant le gaz de s'échapper. Par conséquent, le gaz aurait été piégé dans le pergélisol et aurait fini par être libéré en explosant à la surface, laissant derrière lui ces cratères géants. Mais cette dernière théorie ne tient pas vraiment compte de la diversité des sites géologiques où l'on trouve ces trous, dont beaucoup n'ont jamais été recouverts par des lacs.
L'idée d'une accumulation de gaz naturel dans le pergélisol n'est pas non plus la plus logique, et n'explique pas pourquoi ces cratères ne se trouvent que dans le nord de la Russie. Mais que se passe-t-il donc? Les sols glacés de la péninsule de Yamal et de Guidan ne sont pas tous identiques, c'est un véritable patchwork, avec des endroits à peine gelés et d'autres solides comme un roc. Et l'épaisseur du paysage varie également de quelques mètres à près de 5000 mètres. Et pour élucider le mystère de ces cratères explosifs, remontant un peu dans le temps, il y a plus de 40 000 ans, le sol de Sibérie a gelé, emprisonnant d'anciens sédiments marins chargés de méthane. Et au fil du temps, ce gaz piégé s'est transformé en d'énormes réserves de gaz naturel. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Tout ce gaz piégé sous la surface est comme une sorte de petite fournaise qui réchauffe les choses et fait fondre la glace par en dessous. C'est ainsi que des poches de gaz se forment au fond de ces réserves. D'ailleurs, les sols gelés de Sibérie commencent à fondre, ce qui pourrait accélérer la vitesse de formation de ces cratères. Et dans les endroits où la glace est déjà très fine, comme sur ces péninsules, il s'agit d'un double coup dur. La fonte par le haut et par le bas. Ajoutez à cela la pression exercée par les gaz et vous obtenez la recette parfaite pour un sol explosif. Le cavalier sans chevaux. En Sibérie, où les vents glacés soufflent et où le sol reste gelé la majeure partie de l'année, une équipe d'archéologues s'est mise en quête d'un fascinant morceau d'histoire. En fouillant un ancien site funéraire, ils sont tombés sur la tombe intacte d'une personne considérée comme un conducteur de char, enterré là depuis plus de 3000 ans. Cet homme était figé dans le temps. Il a été trouvé en Caucasie, caché sous les couches de terre et de glace. Mais ce qui a rendu cette découverte vraiment extraordinaire, c'est la présence d'un artefact particulier avec l'homme. Il s'agissait d'un crochet métallique pour une ceinture. Il était finement ouvragé et parfaitement conservé. Ces découvertes uniques laissent entrevoir un aspect fascinant de l'ancienne culture sibérienne. L'utilisation de chars tirés par des chevaux. On pourrait presque l'imaginer. Les braves conducteurs de chars traversant la toundra glacée avec leurs chevaux attachés à leur taille par des crochets métalliques. Ces crochets leur auraient permis de diriger leurs fidèles destriers avec précision et rapidité. Des artefacts similaires ont été découverts dans des lointaines contrées en Chine et de Mongolie, reliant la Sibérie à un vaste réseau d'anciennes civilisations. Alexei Timoshenko, l'archéologue en chef, s'est émerveillé de l'importance de leur découverte. Il explique à Life Science que le crochet métallique avait été trouvé exactement à l'endroit où il devait se trouver autour de la taille de l'orige dans la tombe intacte, mais la découverte ne s'est pas arrêtée là. En poursuivant ses fouilles, l'équipe a mis au jour d'autres tombes datant de plusieurs milliers d'années, chacune offrant un aperçu de la vie des anciens Sibériens. Qu'il s'agisse de couteaux en bronze ou de bijoux complexes, les objets enterrés aux côtés de l'orige témoignent d'une culture riche et très dynamique. Oleg Mitko, un autre archéologue impliqué dans le projet, a révélé que des crochets de ceinture similaires avaient déjà été découverts, mais que leur véritable fonction était restée mystérieuse jusqu'à présent. Selon lui, la tombe de l'orige a aidé les chercheurs à comprendre l'importance de cet artefact dans la société sibérienne de l'Antiquité. Mais comme le dit le dicton, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, et c'est aussi le cas pour les mystères. Alors que nous pensions en avoir élucidé un autre surgit. Alors que nous disposons désormais de preuves suggérant que les anciens Sibériens utilisaient des chars, aucun char n'a jamais été retrouvé. Nous avons la tombe de l'orige ou du conducteur de char et son crochet de ceinture en métal, mais où est son char? Vu la valeur de ces derniers, et leur taille aussi, ils ne pouvaient certainement pas se permettre de les enterrer avec les morts. Mais le fait est qu'aucun n'a jamais été retrouvé. Tête de loup géant. Au cours de l'été 2018, un Russe du nom de Pavel Etimov a fait une découverte terrifiante alors qu'il se promenait sur les rives d'une rivière en Sibérie. Il a remarqué quelque chose qui dépassait du permafrost. Et en se rapprochant, il s'est aperçu qu'il s'agissait de la tête coupée d'un loup. Et ce n'était pas n'importe quel loup. La tête était énorme avec une tignasse complète et une gueule remplie de crocs serrés. Etimov savait qu'il était tombé sur quelque chose de très important, mais il ne pouvait s'imaginer à quel point. Il a donc décidé de la confier à des scientifiques locaux. Et ces derniers ont daté la tête du loup à plus de 40 000 ans, vers la fin de l'époque du Pléistocène. Les scientifiques ont également déterminé que le loup était un adulte lorsqu'il est mort, c'est-à-dire qu'il avait entre 2 et 4 ans. Selon Life Science, la tête décapitée mesure plus de 40 cm de long, soit environ la moitié de la taille du corps d'un loup moderne.
Cela signifie que ce loup devait être énorme. Cette tête, récemment découverte, est la première du genre datant du Pléistocène. Elle est incroyablement bien conservée, ce qui permet aux chercheurs de l'étudier et d'en apprendre davantage sur cette espèce disparue depuis bien longtemps. D'autres restes de loups anciens ont été découverts par le passé, comme le louveteau momifié découvert au Canada en 2016. Et l'année précédente, des scientifiques ont analysé la séparation entre les loups et les chiens en se basant sur l'ADN extrait d'un os de côte de loup vieux de 30 000 ans provenant de Sibérie, ce qui montre toute l'importance de ces découvertes. Et ce sont tout simplement les premiers restes d'un loup du Pléistocène adulte dont les tissus ont été préservés pour plus de 30 000 ans. Et actuellement, des scientifiques du musée suédois d'histoire naturelle examinent l'ADN de cette nouvelle tête de loup et comparent ses informations génétiques à celles des loups actuels. Et après sa découverte initiale, la tête a été brièvement exposée dans le cadre d'une exposition à Tokyo qui présentait également des restes de mammouths laineux et d'autres animaux congelés. Et au fur et à mesure que les recherches se poursuivent, d'autres questions trouveront peut-être une réponse, mais la question principale que je me pose personnellement est la suivante. Mais où se trouve le reste du loup? Je vous rappelle qu'il a été décapité, et celui qui a fait ça a décidé de laisser sa tête gelée dans le froid. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin de plus de détails. Le squelette dansant. Il est difficile d'imaginer à quel point les restes d'une personne peuvent en dire long sur sa vie. Et c'est exactement le cas de l'un des enterrements les plus bizarres et les plus passionnants de l'histoire de la Sibérie. Et il s'agit de ce que les scientifiques ont appelé le squelette dansant. Il a été enterré dans une position qui donne l'impression qu'il danse dans l'au-delà. Les archéologues ont été stupéfaits lorsqu'ils ont découvert la tombe de cet homme dans le village d'Oust-Ivanovka. L'homme était attaché, ses pieds étaient croisés et ses genoux largement ouverts. Ses bras étaient également croisés autour de son bassin. Et si cet homme n'avait pas été attaché, ses membres se seraient redressés d'eux-mêmes. Et les gens qui l'ont enterré de cette façon l'auraient donc fait pour une raison bien précise. Et qui que ce soit, il est mort entre le 7e et le 9e siècle. On ne sait pas exactement comment il est mort, mais les indices suggèrent qu'il a été tué d'une flèche. Les pointes des flèches ont été placées sur les épaules de l'homme, mais n'étaient pas logées dans le corps de l'homme lorsqu'il a été enterré. Ils ont probablement été retirés puis placés sur ses épaules, peut-être dans le cadre d'un rite bien précis. Une pointe de flèche a également été retrouvée près des hanches de l'homme, exactement près de l'os. Étant donné l'emplacement déroutant de ces pointes de flèche, les archéologues pensent qu'elles ont un rapport avec sa mort. Des artères très importantes se trouvent dans le bassin, et si elles sont entaillées ou sectionnées, la perte de sang due à la blessure serait extrêmement préjudiciable, voire fatale si elle n'est pas soignée très rapidement. Et selon les anthropologues, l'homme était assez petit, ne mesurant pas plus d'1,52 m. D'autres tombes ont été retrouvées à proximité, mais celle du squelette dansant était unique en son genre. Il était rectangulaire, alors que toutes les autres étaient plutôt circulaires ou ovales. La tombe était également recouverte de sable blanc, qui ne semble pas provenir de la région. Et la plupart des autres tombes contenaient les corps de personnes âgées entre 50 et 70 ans. Mais le squelette dansant n'avait que 30 ans lorsqu'il est mort. On pense qu'il appartenait à la culture de Mohe, du groupe ethnique des Toungous, originaires de Chine, de Mongolie et bien sûr de Sibérie. Ces groupes ethniques étaient composés largement d'agriculteurs qui cultivaient des plantes et élevaient des animaux, principalement des porcs. Ils étaient plutôt pacifiques, mais comme d'autres groupes, ils se défendaient en cas de besoin. C'est ce que montre d'ailleurs la découverte de fortifications et de bâtiments d'armement à proximité de la tombe. Mais peut-être que cette personne n'était pas vraiment un danseur. La position de ses jambes pourrait suggérer qu'il souffrait d'une malformation ou d'une maladie comme la syphilis, voire même la tuberculose. À l'époque médiévale, les personnes souffrant de mutations et de difformités étaient souvent évitées comme la peste, mais c'était ainsi à l'époque. Alors, des pronostics, danseurs, maladies ou autre chose, dites-le moi dans les commentaires. Les secrets du zodiaque. Une découverte extraordinaire a été faite dans un ancien temple égyptien lorsque les archéologues ont déblayé 2000 ans de crasse. Sous une couche incroyablement épaisse de poussière, de gravillon et de suie, les archéologues ont dévoilé d'anciens symboles du zodiaque. Ces signes astrologiques très anciens pourraient changer notre vision de l'astrologie et de l'horoscope. Ce temple était déjà célèbre pour son plafond astronomique et son lien avec le cosmos.
Mais aujourd'hui, après avoir enlevé la crasse, une équipe d'égyptologues a dévoilé un ensemble complet de signes astrologiques, les 12 symboles du zodiaque égyptien, du bélier au poisson. Et vous vous demandez peut-être quelle était la signification du zodiaque dans l'Égypte ancienne. Les experts de l'université de Tübingen affirment que seules les personnes les plus riches de la société égyptienne voyaient leur tombe décorée de symboles zodiacaux. Les textes astrologiques étaient extrêmement importants pour les rituels funéraires, et des sortes d'horoscopes antiques ont même été retrouvés inscrits sur des jarres en poterie, et des symboles astrologiques étaient souvent gravés sur les sarcophages. Il y a 2000 ans, les gens étaient donc tout aussi obsédés par le zodiaque qu'ils le sont aujourd'hui. Mais pas sûr qu'ils leur disaient qu'ils allaient bientôt trouver l'amour, ou bien que c'était le bon moment pour investir. C'était vraiment très intéressant. Cependant, le seul endroit où l'on ne voit généralement pas de symboles zodiacaux, c'est à l'intérieur des temples. C'est ce qui rend cette nouvelle découverte à Luxor si inhabituelle. Et certains symboles sont faciles à reconnaître, comme le Sagittaire. Et même à l'époque, le Sagittaire était représenté par un centaure archer. Sauf que les Égyptiens lui rajoutaient également des ailes et une queue hérissée. Et la prochaine fois que quelqu'un vous dira que l'astrologie est une invention moderne, montrez-lui le temple d'Esna. Ce lieu prouve que les Égyptiens étaient fascinés par l'astrologie, même si c'était plutôt vers la fin de l'Égypte dynastique, avant la mort de Cléopâtre. Mais le zodiaque lui-même est beaucoup plus ancien et remonte à l'époque de Babylone. Les Égyptiens au Grand Canyon. Parlons maintenant d'une découverte qui était censée changer l'histoire de l'archéologie, mais elle aura finalement changé l'histoire des canulars archéologiques. Ça se passe dans le Grand Canyon, aux États-Unis. Cette merveille de la nature mesure près de 365 km de long et peut même atteindre par endroits jusqu'à 28 km de large. Plusieurs nœuds et recoins du canyon n'ont tout simplement jamais été explorés. La tribu des Hopis, qui vivait dans la région, croyait qu'il s'y cachait un portail vers l'au-delà. Mais la croyance la plus choquante et la plus troublante liée au Grand Canyon est sûrement le fait qu'il aurait abrité une cité égyptienne souterraine. En tout cas, c'est ce qu'avait prétendu un groupe d'explorateurs en 1909. Un groupe mené par un légendaire explorateur et archéologue qui travaillait à l'époque pour la très prestigieuse Smithsonian Institution, G.E. Kincaid, qui était accompagné par un anthropologue, un certain S.A. Jordan. Ils auraient découvert une série de petits embranchements dans le Grand Canyon, dans lesquels ils auraient retrouvé, et je parle bien au conditionnel, l'entrée d'une caverne qui, selon leur dire, était presque invisible et très difficile d'accès. Mais après avoir dégagé l'entrée, ils auraient découvert d'énormes tunnels remplis d'artefacts et d'objets en tout genre, parmi lesquels des statues, des vases, des armes et plusieurs autres reliques d'anciennes civilisations. En réalité, Kincaid décrit dans ses notes une sorte de cité souterraine immense avec plusieurs chambres, des couloirs gigantesques, des autels religieux et même des momies et des hiéroglyphes. Mais ce qui est vraiment choquant dans toute cette histoire, c'est que ces objets n'étaient pas du tout originaires des cultures natives américaines. Les explorateurs les ont même décrits à caractère égyptien et parfois même tibétain. Et suite à la découverte, des organes de presse très renommés pour l'époque en ont fait leur couverture, comme par exemple des Arizona Gazette. Mais très vite, l'histoire a complètement été refutée par la Smithsonian Institution. Ils auraient même destitué Kincaid et Jordan de leur poste et fait disparaître le rapport. Et plusieurs spécialistes estiment que ce n'est rien d'autre qu'un énorme canular. Mais d'autres pensent toujours, même aujourd'hui, au contraire que Kincaid n'avait aucune raison de mentir et qu'il avait en plus une très grande réputation qu'il n'aurait pas risqué pour une telle bêtise s'il n'était pas convaincu de ses dires. L'histoire n'a fait que détruire sa carrière, surtout que cette histoire rejoint les légendes des populations natives. Et d'ailleurs, Kincaid lui-même aurait apparemment écrit dans ses notes que chez les Indiens Hopis, la tradition raconte que leurs ancêtres vivaient autrefois dans un monde souterrain du Grand Canyon jusqu'à ce que des dissensions surgissent entre les bons et les méchants, les gens d'un cœur et les gens de deux cœurs. Aujourd'hui, l'histoire est considérée comme un très grand canular, mais certains s'obstinent toujours à chercher l'entrée de cette mystérieuse caverne, toujours en vain. L'épopée de la création. Babylone n'est pas seulement le lieu où le zodiaque a été créé, elle abrite également une histoire très intéressante sur l'origine de l'humanité. Avez-vous entendu parler de l'Enuma Elish? Il est également connu sous le nom des 7 tablettes de la création. Et si vous en avez déjà entendu parler, vous savez que l'Enuma Elish
contient des informations sur la création de l'espèce humaine. Et vous savez très certainement également que le mythe babylonien de la création est presque identique au récit du livre de la Genèse dans la Bible. L'Enuma Elish n'est pas un artefact unique, c'est le nom d'un mythe de la création que l'on a trouvé inscrit sur de nombreuses tablettes à travers l'ancien royaume babylonien. Des tablettes portant cette histoire ont été retrouvées à Kish, Ashur, Sultan Tepe et dans la légendaire bibliothèque de Ninive. Et ces tablettes datent d'environ 1200 avant l'ère commune, soit il y a à peu près 3200 ans. Cela dit, les experts pensent que l'histoire est encore plus ancienne. Les tablettes d'argile inscrites sont probablement une copie d'une version beaucoup plus ancienne de l'histoire, datant d'il y a plus de 4000 ans. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Selon l'Enuma Elish, au commencement était le chaos, un tourbillon d'énergie chaotique, de l'eau en furie qui traversait l'univers en spirale. De ce chaos naquirent deux ruisseaux, l'un d'eau douce pure et l'autre d'eau salée amère. Apsu était le dieu de l'eau douce, Tiamat était la déesse de l'eau salée, et le mélange entre guillemets de ces deux grandes entités a donné naissance aux dieux. Mais ces nouveaux dieux étaient agacés par leurs aînés et ont donc déclenché une guerre. Ces ingrats. Cela ressemble beaucoup aux contes grecs sur les dieux et les titans et la façon dont ils se sont fait la guerre. Et tout comme Zeus a gagné cette guerre, le dieu champion Marduk aurait gagné la guerre contre les dieux les plus âgés et aurait vaincu Tiamat. Et à partir du cadavre de Tiamat, Marduk créa le ciel et la terre. Il créa ensuite les êtres humains à partir des corps des autres dieux aînés défunts. Mais vous vous demandez peut-être comment la découverte de ces tablettes d'argile peut changer l'histoire. La vérité est que l'Enuma Elish l'a déjà fait. Au début du 19e siècle, on pensait que les livres de l'Ancien Testament étaient parmi les plus anciens du monde, et de nombreux scientifiques s'accordaient à dire que la Bible était une histoire totalement originale, écrite à l'aube des temps. Mais avec l'essor de l'archéologie et la découverte d'histoires beaucoup plus anciennes, la compréhension de notre monde a énormément changé. Les chercheurs savent désormais que les histoires de la Bible ressemblent à des récits provenant de légendes bien plus anciennes. Même l'histoire de Noé et de l'Arche provient de Sumer, où un mythe du déluge très similaire a été écrit des siècles plus tôt. Et il y a encore une chose à savoir sur l'Enuma Elish. Certains chercheurs pensent que l'histoire de l'origine de l'humanité est réelle, même si les détails du récit vont à l'encontre de la science dominante. Mais il en va de même pour tout ce qui touche à la spiritualité ou à l'au-delà. Les géants d'Égypte. L'histoire que je vais vous raconter est très déconcertante et difficile à croire. Tout a commencé en 1988 avec un homme nommé Gregor Spori. Ce n'était pas un égyptologue, ni même un scientifique. C'était un propriétaire de club suisse qui s'intéressait à tout ce qui était égyptien. Il s'est rendu en Égypte pour s'imprégner de la culture, mais sa vie en a été changée à tout jamais. Gregor était convaincu que l'Égypte ne se résumait pas seulement à quelques monuments de pierre et des momies. Il pensait que la grande pyramide était une sorte de batterie cosmique. Il aurait même soudoyé les gardes pour être autorisé à ramper dans les tunnels de la pyramide. Tout ça dans l'espoir de ressentir une étincelle d'énergie. Bien sûr, cette étincelle d'énergie n'est jamais arrivée et ce fut terriblement décevant pour lui. Il a même placé une bouteille d'eau au sommet de la grande pyramide, pensant qu'elle exploserait sous l'effet de l'énergie cosmique, mais sa bouteille est simplement restée là et rien ne lui est arrivé. Mais pour autant, Gregor n'était pas découragé. Un barman suspicieux de l'hôtel où il logeait lui aurait donné un tuyau. Le barman lui a suggéré de faire une excursion à environ 2 heures du Caire, dans le quartier de Biroukers de Sadat City. Gregor, bien sûr, accepte, désespéré de découvrir un secret que tous les égyptologues qui l'ont précédé ont manqué d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Gregor s'est retrouvé dans une ferme où on lui a présenté un certain Naguib, issu d'une très longue lignée de pilleurs de tombes. Et Naguib aurait possédé un artefact très spécial qui appartient à sa famille depuis plus d'1 siècle et demi. Il n'était pas disposé à s'en séparer, mais il aurait accepté que Gregor le photographie et le tripote un peu pour $300. Moi je pense qu'il s'est fait pigeonner. C'est de la poudre de perlimpinpin. Naguib montre à Gregor l'objet le plus étrange qu'il ait jamais vu. Et d'une boîte en bois, Naguib sortait ce qui semblait être un doigt de géant. C'était littéralement un doigt momifié de géant. Il semblait vraiment organique. L'os était endommagé, comme s'il avait été mâchouillé. Il y avait aussi de la peau séchée, et l'angle était quelque peu détaché.
Grégor était convaincu qu'il avait devant lui un véritable doigt de géant momifié. Il était tellement gros que proportionnellement, pour qu'une personne ait un doigt de cette taille, il devait mesurer entre 3 et 4 mètres de haut. Bien sûr, Grégor n'a pas pu emporter le doigt avec lui, mais il a pris quelques photos. Et comme vous pouvez le voir sur les images, Grégor a placé un billet de banque à côté de l'énorme doigt pour le comparer. Et bien sûr, personne ne sait où se trouve le doigt aujourd'hui. Bien évidemment! Mais Grégor a été tellement convaincu qu'il a passé le reste de sa vie à essayer de prouver l'existence des géants. Il a même étudié la Bible, les textes sacrés de la Torah, et énormément de mythes et de légendes anciennes. Mais il n'a obtenu qu'une seule photographie qui ne représente guère de preuves. En 2009, Grégor est même retourné dans l'espoir de retrouver Naguib ou l'un de ses descendants, mais en vain. Personne n'a jamais réussi à retrouver l'homme mystérieux aux doigts de géant. L'ombre des pyramides. Des scientifiques ont peut-être découvert le secret qui explique pourquoi les pyramides de Gizeh ne projettent pas d'ombre sur le sol, ou du moins au-delà de ses bases, et ce, pour une grande partie de la journée. Au-delà des levées et des couchers du soleil, l'ombre des pyramides ne dépasse pas généralement la pyramide. Et c'est un phénomène qui intriguait les observateurs et les chercheurs pendant des siècles. Presque tout dans ces structures est déconcertant, depuis leur vide et chambres mystérieuses jusqu'à la méthode de construction. Et l'un des problèmes que les scientifiques n'ont pas réussi à résoudre est de savoir comment les Égyptiens ont réussi à aligner les pyramides de manière aussi parfaite. Et bien que la pyramide de Khéops soit aujourd'hui un tout petit peu de travers, ses côtés sont encore exceptionnellement droits. Chaque côté mesure environ 231 mètres de long et chaque pointe est alignée parfaitement avec les 4 points cardinaux. Il est donc orienté nord-sud et est-ouest. Et selon l'ingénieur Glenn Dash, qui a d'ailleurs publié une étude approfondie sur les pyramides en 2017, les bâtisseurs ont aligné leurs monuments avec une précision d'environ 1/15 de degré. Sans les technologies modernes, c'est incroyablement impressionnant. Mais qu'en est-il des ombres? À partir du 1er siècle de notre ère, les historiens ont commencé à remarquer que les pyramides ne projettent pas d'ombre au-delà de l'espace où elles ont été construites pour la majeure partie de la journée. Les 3 pyramides sont connues pour leur ombre qui ne dépasse pas leur base, au-delà des levées et couchers du soleil. L'absence d'ombre n'est pas due à une quelconque magie. Les pyramides de Gizeh sont simplement situées à une latitude de 30 degrés. Et tout cela s'explique par l'alignement incroyable et le génie des premiers bâtisseurs des pyramides. Et Glenn Dash a justement avancé une hypothèse sur la façon dont les Égyptiens ont créé des pyramides qui ne projetaient pas d'ombre au-delà de leur base pour la majeure partie de la journée. Il a tout d'abord mené une expérience en utilisant une longue tige pour suivre l'ombre telle qu'elle était projetée chaque jour. La tige lui a permis de suivre la trajectoire de l'ombre sur une période de plusieurs semaines. Et sa conclusion était donc que les Égyptiens auraient pu faire quelque chose de similaire. Ils auraient pu anticiper l'emplacement des ombres des pyramides avant de construire chacune d'entre elles. Tout ce dont ils auraient eu besoin, c'est une longue baguette et d'une journée ensoleillée, de plusieurs journées ensoleillées, et c'est une théorie très intéressante mais impossible à prouver. Personne ne sait vraiment comment les Égyptiens ont fait pour aligner d'une telle manière leurs pyramides. Le monolithe sous-marin. En 2015, des archéologues ont découvert un monolithe de près de 9 mètres de haut se dressant au-dessus du fond marin au large de la Sicile. Il a été trouvé à une profondeur de 36 mètres et ressemble tellement à Stonehenge qu'il pourrait réécrire tout ce que nous savons de l'histoire ancienne. Les chercheurs ne savent pas encore exactement à quoi ils ont affaire. On estime que le monolithe a environ 9300 ans. Et il semble également avoir été fabriqué en plusieurs parties, puis assemblé. Pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un monolithe construit par l'homme et non d'un grand rocher au fond de la mer, les chercheurs ont confirmé l'existence de trous percés à la main dans la pierre. Ces trous ont probablement été utilisés pour des poteaux en bois afin de maintenir le monument debout. Et permettez-moi de vous rappeler quelques éléments de l'histoire de la région. Il y a 9000 ans, cette partie de la Méditerranée était au-dessus du niveau de la mer, mais plusieurs inondations ont changé cela à tout jamais, emportant tous les établissements de la côte. Il est très probable que ce monolithe ait fait partie d'une des premières civilisations du bassin méditerranéen, versée dans l'architecture et la construction.
Cependant, les chercheurs ne savent pas quelle civilisation a construit le monolithe et comme on n'en a trouvé qu'un seul, il ne faisait probablement pas partie d'un établissement complet. Aucune fondation ni aucun bâtiment n'ont été découverts à proximité de l'objet. Il pourrait s'agir d'un lieu de culte isolé, tout comme Stonehenge en Angleterre. Et l'idée est qu'avant même la construction de Stonehenge, les populations européennes bâtissaient déjà des mégalithes. Et il se pourrait même que les bâtisseurs de ce monolithe soient véritablement eux le peuple qui aurait propagé la pratique dans toute l'Europe. Savoir universel oublié. Les cartes de tarot ont-elles vraiment quelque chose de magique, ou ne sont-elles que des cartes ordinaires utilisées par des charlatans pour duper les gens facilement impressionnables? De nombreux experts pensent que les cartes de tarot contiennent des connaissances universelles perdues il y a des milliers d'années. Les cartes de tarot, en réalité, sont apparues au début du XVe siècle en Europe, et chaque jeu de cartes se compose de deux parties principales, les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Et ce sont les arcanes majeurs qui renferment la majeure partie du symbolisme caché dans un jeu de tarot. Fais ça de lac de nerfs, Nicotin. Leurs cartes étaient directement liées à d'anciennes traditions occultes. Et selon l'histoire, les cartes de tarot n'étaient pas utilisées à l'origine pour prédire l'avenir ou voir ce que le destin réservait à quelqu'un. La tradition occulte des cartes de tarot a été expliquée pour la toute première fois par l'écrivain et essayiste Antoine Court de Gébelin, dont certains disent qu'il était un franc-maçon. Antoine, dans son excellent ouvrage, pensait que les symboles figurant sur les cartes remontaient à l'Égypte ancienne. D'autres personnes s'intéressent au mystère ésotérique des cartes et répandent la rumeur dans la haute société. Et bientôt, des spiritualistes excentriques comme Eliphas Lévy se demandèrent si les cartes de tarot pouvaient être utilisées pour la divination. Et donc, d'un simple jeu de cartes, le tarot est devenu un moyen de révéler des secrets qui ne sont accessibles qu'à une personne dotée d'un don particulier. Athanasius Kircher a établi un lien entre les cartes de tarot et la table Isiaque ou table Bembine d'Isis, une ancienne plaque égyptienne de bronze, d'émail et d'argent. La plaque montre diverses images de personnes faisant des choses qui ne sont pas tout à fait claires. La déesse Isis se trouve au milieu de la tablette, mais il y a plus d'une douzaine d'images individuelles qui ressemblent étrangement à des images de cartes de tarot. Athanasius pensait que la table était associée à des rites secrets qui ont été traduits sur des cartes de tarot au Moyen-Âge. Mais personne ne connaît les véritables secrets des cartes de tarot, ni leur origine d'ailleurs. Et Kircher, quant à lui, n'avait pas la meilleure réputation à la fin de sa vie. Il a même prétendu qu'il avait cartographié l'Atlantide, rien que ça, et affirmait également que le manuscrit de Voynich était écrit dans une ancienne langue universelle, oubliée par les humains modernes. Je ne dis pas vraiment qu'il avait tort, mais ces théories ont été discréditées par la plupart des historiens. Le disque solaire et la porte des étoiles. Les civilisations anciennes du monde entier avaient beaucoup de choses en commun, mais il y avait un symbole spécifique qui était très répandu, et logiquement, c'était le soleil. Des Incas du Pérou aux Égyptiens du Nil, des peuples anciens de toutes les régions du monde vénéraient une forme ou une autre du soleil. Mais deux souverains en particulier ont poussé le culte du soleil à son paroxysme. Au Pérou, il y avait Pachacuti, et en Égypte, il y avait le célèbre pharaon Akhenaton qui était tellement obsédé par le soleil qu'il a essayé de créer sa propre religion. D'ailleurs, ces deux souverains avaient un autre point commun. Ils étaient tous deux connus pour posséder un trésor spécial et dans les deux cas, c'était un disque solaire, que certains considèrent comme une coïncidence très étrange, tandis que d'autres n'y voient que le symbole le plus élémentaire du soleil, personnifié dans un objet destiné à être vénéré et à symboliser le pouvoir du soleil. Mais d'après les légendes de Pachacuti, celui-ci était en possession d'un disque solaire qui lui permettait d'activer les portails dans tout le royaume inca, comme celui de la Puerta de Ayumarca. Apparemment, il emportait le disque solaire partout avec lui et lui adressait même des prières. Et bien évidemment, il existe énormément d'interprétations du véritable usage de cet artefact. Et l'une de ces légendes les plus intrigantes raconte que le prêtre roi, Aramon Mourou, aurait utilisé le disque solaire pour ouvrir un portail à la porte des dieux. Puis, il serait entré et aurait disparu. Personne ne l'aurait jamais revu depuis. Mais ce qui est vraiment fou, c'est que des légendes similaires entourent le pharaon égyptien Akhenaton, qui aurait lui aussi transporté son propre disque solaire, même si il n'existe pas de récit
racontant comment il l'aurait utilisé. En réalité, Pachacuti est très souvent associé à l'origine et à l'expansion du culte du soleil inca. Il a même créé la position du Huila Kumu, le grand prêtre du soleil. Sa position le plaçait au deuxième rang des personnes les plus puissantes du royaume. Et de façon très similaire, de l'autre côté du monde en Égypte, Akhenaton supprima tout le panthéon des dieux et décida d'en adorer qu'un seul, le dieu soleil, Aton, ce qui provoqua de très grands troubles dans l'Égypte ancienne, au point qu'après sa mort, on essaya d'effacer sa mémoire, la pire des punitions dans l'Égypte ancienne. La roue antique. En 2008, un objet a été découvert au fond d'une mine de charbon près de la ville ukrainienne de Donetsk. L'objet mystérieux semblait être l'empreinte d'une roue très ancienne, comme si elle avait été laissée par une sorte de char préhistorique. Mais ce qui est vraiment déroutant, c'est que les ouvriers ont trouvé l'objet à une profondeur de près de 900 mètres. Mais comment une roue a-t-elle pu se retrouver enfouie sous 900 mètres de roche solide? Malheureusement, nous n'avons toujours pas de réponse à cette question. Des photographies de cette découverte insolite ont été prises, mais l'objet lui-même ne pouvait pas être retiré de la mine sans être complètement désintégré. Et comme il s'agissait à l'époque d'une mine en activité, les responsables n'ont pas souhaité interrompre les opérations pour lancer une véritable campagne de fouilles archéologiques. Et donc tout ce que nous avons aujourd'hui, ce sont les quelques photos de la roue logée dans la roche carbonifère qui suggèrent qu'elle pourrait avoir plus de 300 millions d'années. Tout porte à croire qu'une roue s'est enlisée dans la boue il y a très longtemps, elle a ensuite été enterrée sous la terre en mouvement, et la roue elle-même s'est désintégrée sous l'effet des processus naturels, mais son empreinte est restée là, très claire. La question est de savoir quel est son âge. La seule estimation dont on dispose, c'est que la roche carbonifère de la mine, à cette profondeur, date entre il y a 60 millions et 300 millions d'années, ce qui est complètement illogique. Et tout proche de la mine, dans une ancienne ville-forteresse médiévale dans les montagnes de Crimée, appelée Choufut-Calais, qui est en ruine d'ailleurs, elle abrite également un certain nombre d'ornières de charrettes et qui sont gravées dans la pierre. Alexandre Koltipin, géologue directeur du Centre de recherche en sciences naturelles de Moscou, a passé beaucoup de temps à visiter ces sites et à les comparer les uns aux autres à la recherche de similitudes. Il a déclaré, je cite, « J'ai vu pour la première fois des traces dans la pierre, des traces fossilisées de roues ou de véhicules de transport, généralement appelées ornières de charrettes, sur la surface d'anciennes plaines phrygiennes qui se trouvent aujourd'hui en Anatolie centrale, en Turquie. » Et toujours selon Koltipin, d'après la seule analyse de l'âge des roches volcaniques voisines, elles avaient un âge de 12 à 14 millions d'années au Miocène moyen. Mais pour en revenir à la roue, actuellement, la mine est fermée depuis 2009 et l'accès à l'objet est impossible. Les niveaux où la roue a été découverte sont aujourd'hui complètement inondés. Et avant de passer au sujet suivant, je voulais vous remercier pour tout votre soutien. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Les têtes de crocodile. Des archéologues ont découvert 9 mystérieuses têtes de crocodile dans une ancienne tombe égyptienne. La découverte a été faite par des chercheurs de l'université de Varsovie lors des dernières fouilles de la nécropole thébaine. Il s'agit d'un ancien site funéraire égyptien utilisé il y a plus de 4000 ans. L'équipe, dirigée par l'archéologue Patrick Chodzik, fouille 2 tombes spécifiques depuis 2013. L'une d'elles appartient à un homme nommé Shéti, proche conseiller du pharaon Mentuhotep II, et qui a régné sur l'Égypte entre 2055 et 2002 avant notre ère. L'autre tombe appartient à un inconnu. Mais c'est tout de même un inconnu qui semble avoir été un serviteur de la cour royale. Et entre les 2 tombes, les archéologues ont trouvé près de 9 crânes de crocodiles étonnamment conservés. Et selon Patrick, la découverte de ces crânes est très inhabituelle et la première du genre en Égypte. Et si les crocodiles momifiés ont déjà été trouvés le long du Nil, ils ont presque toujours été entièrement momifiés. Mais ces découvertes ne concernent que des crânes. Et dans la culture égyptienne ancienne, les crocodiles étaient considérés comme sacrés, liés au dieu Sobek et considérés comme les gardiens sacrés du Nil, représentant la fertilité, la force militaire et l'abondance. Les archéologues sont actuellement très perplexes quant à la signification de cette découverte. Et Patrick espère qu'avec plus de temps, son équipe pourra percer le mystère des 9 crânes de crocodile. La création des berserkers. Entre le 8e et le 11e siècle, des guerriers en particulier terrifiaient plus que toute autre chose
les habitants de l'Europe de l'Ouest. Des Vikings, brandissant des épées et hurlant, pris d'une rage incontrôlable qui semait la terreur dans le cœur des guerriers les plus courageux. Ces hommes, appelés berserkers, étaient considérés comme l'incarnation même de l'esprit combatif des Vikings. Ils étaient censés se présenter au combat dans une sorte d'état de transe et de rage aveugle et se battaient avec la force de 10 hommes selon les légendes. Ils semblaient également ignorer la douleur et continuaient à se battre jusqu'à leur dernier souffle. Nous savons que ces gens ont réellement existé parce que tout le monde, de la France à l'Irlande, a été terrifié par eux pendant 300 ans. Et on parle ici de guerriers bien humains, pas des créatures mi-homme mi-ours qui ont été repris par les mythes. Mais la façon dont les Vikings ont créé des guerriers aussi redoutables a longtemps été un sujet de controverse pour les historiens et les archéologues. Et la théorie principale a toujours tourné autour des champignons hallucinogènes appelés amanites tumouches ou phosphoranges. On pensait que ces champignons étaient consommés avant la bataille, stimulant la soif de sang du viking et le transformant en berserker. Mais aujourd'hui, Carson Feitor, chercheur dans une université slovène, a une nouvelle théorie. Carson affirme que les Vikings ne mangeaient pas vraiment de champignons, mais plutôt une herbe commune connue sous le nom de jusquiam. Les champignons hallucinogènes n'ont jamais été courants en Scandinavie et les scientifiques savent aujourd'hui qu'ils ont tendance à rendre les gens plus calmes et non à en faire des combattants surnaturels. Le jusquiam serait beaucoup plus logique, justement parce que c'est un puissant narcotique qui a tendance à rendre le visage de ceux qui l'ont consommé très rouge et les rendre très agités. Cette herbe aurait été beaucoup plus efficace pour créer une frénésie de combat que les champignons magiques. Cette fleur sauvage abondante était également populaire en Scandinavie et ses graines ont été retrouvées dans des sachets enterrés aux côtés de Vikings du Xe siècle. Et puis, il y a l'autre possibilité, que la plupart des scientifiques ont ignorée. Il est possible que les Vikings n'aient eu besoin de rien pour devenir des berserkers, et qu'ils étaient naturellement capables d'induire un état de force et de rage extrême. Source d'énergie inexpliquée. Des astronomes pensent avoir découvert une source d'énergie unique en son genre. En cartographiant les ondes radio dans l'univers, les scientifiques ont trouvé quelque chose que personne ne pouvait expliquer et qui semble être très aléatoire. Il s'agit d'une explosion d'énergie qui se produit 3 fois par heure à intervalles très réguliers. Au départ, l'équipe a supposé qu'il pouvait s'agir d'une étoile à neutrons ou d'une naine blanche dotée d'un champ magnétique extraordinairement puissant. Et si l'étoile en explosion tournait librement dans l'espace, l'énergie de son champ magnétique très puissant atteindrait la Terre périodiquement justement. Cette hypothèse a toutefois été écartée lorsqu'ils ont observé que la source d'énergie apparaissait et disparaissait pendant plusieurs heures. L'astrophysicienne Natasha Hurley-Walker de l'université Curtin a qualifié cette découverte de choquante, car rien de tel n'avait jamais été observé dans le ciel. Elle est également très alarmante car le phénomène a été détecté à seulement 4000 années-lumière de nous, pratiquement dans notre arrière-jardin galactique. Et les scientifiques ne sont pas certains de l'origine de ces bouffées d'énergie. Les théories incluent une étoile à neutrons en rotation connue sous le nom de magnétar, un objet théorique jamais observé auparavant qui pourrait faire la découverte astrophysique du siècle, ou même quelque chose d'artificiel comme des rafales d'énergie provenant d'une civilisation lointaine, qui sait. Les scientifiques surveillent de près la situation avec des télescopes braqués sur l'objet pour observer s'il émet à nouveau de l'énergie. Mohenjo-Daro. Il y a environ 4500 ans, une culture de la vallée de l'Indus, très avancée pour l'époque, a prospéré dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan. Et le rétablissement, connu sous le nom de Mohenjo-Daro, présentait de nombreuses caractéristiques architecturales très sophistiquées, notamment un système de drainage et un réseau de rues très organisé. C'était une ville prospère et l'on pense que ses habitants vénéraient une certaine forme de déesse mère. Découverte en 1911, les ruines de la ville ne laissaient aux archéologues qu'une connaissance limitée du peuple qui y vivait autrefois. Il n'y a aucune trace d'un souverain ou d'un organe central de gouvernement comme des palais ou des monuments. Mohenjo-Daro représente un défi pour les experts qui veulent comprendre ses anciens habitants. Le site ne présente pas d'indication claire sur la présence d'un dirigeant. Des éléments remarquables, comme le grand bain situé sur un monticule de terre, soulèvent des questions quant à sa fonction. S'agissait-il d'un élément décoratif où les gens l'utilisaient pour nager?
Des spéculations suggèrent que cette structure aurait pu être un lieu de rencontre pour les dirigeants ou le gouvernement. En outre, elle pourrait être liée à l'hindouisme moderne, représentant une forme de culte de la rivière. Et l'aspect le plus intéressant de la ville est qu'elle semble avoir été une utopie où tout le monde était égal. Mais malgré l'absence apparente de pouvoir centralisé, la ville présente des signes de contrôle rigoureux, de normalisation et de richesse. La gloire passée de Mohenjo-Daro est évidente dans les matériaux de construction très coûteux et les artefacts fabriqués à partir de matériaux de luxe comme l'ivoire et l'or. Les habitants de la ville restent inconnus et les chercheurs doivent reconstituer leur histoire à l'aide du nombre très limité d'objets trouvés sur le site. Et parmi ces objets figurent justement des statues en or et en terre cuite représentant des jeunes filles dansant, divers animaux tels que des oiseaux, des singes et des chiens, ainsi que des sceaux portant le symbole du svastika commun aux religions indiennes telles que l'hindouisme et le jaïnisme. Et les archéologues ont été tout particulièrement stupéfaits par les sculptures réalistes de personnes, et qui ressemblaient presque à des statues grecques, sauf qu'elles ont précédé l'art grec de près de 3000 ans. Et malgré ces découvertes, l'effondrement de Mohenjo-Daro reste un mystère. La ville, autrefois prospère, s'est brusquement effondrée, ne laissant derrière elle qu'une poignée de personnes. L'énigme s'épaissit à mesure que les chercheurs tentent de comprendre pourquoi une civilisation aussi avancée a connu une fin si inattendue. La planète Célérat. Des scientifiques ont découvert un énorme objet qui aurait au moins 200 millions d'années et qui flotte dans l'espace à seulement 20 années-lumière de la Terre. Il se trouve juste à l'extérieur de notre système solaire et personne ne sait exactement de quoi il s'agit. Il a la même masse qu'une planète et semble produire une aura inexplicable alors qu'il dérive dans l'espace. Et d'après les astronomes, il s'agit d'une planète errante sans étoiles et sans système solaire. Il ressemble à un canard perdu dans l'espace, froid et sans vie, mais doté d'un champ magnétique 200 fois plus puissant que celui de Jupiter. L'objet est également 12,7 fois plus massif que Jupiter et sa température de surface atteint 1500 degrés Fahrenheit. Et l'objet a été identifié pour la toute première fois par des astronomes de l'Observatoire de la Fondation nationale des sciences au Nouveau-Mexique aux États-Unis. Melody Kao, de l'Université d'État de l'Arizona, explique que l'objet est à la limite entre une planète et une naine brune, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'une étoile ratée en quelque sorte. Ce morceau solitaire de roche spatiale pourrait être le vestige d'un objet qui a tenté de devenir une étoile, mais qui n'y est hélas pas parvenu, et qui n'a donc jamais obtenu son groupe de planètes. C'est triste. Homo bodoensis. L'une des découvertes récentes et plus choquantes sur l'évolution humaine est celle d'une nouvelle espèce d'ancêtre de l'homme. En 2021, les chercheurs ont annoncé la découverte d'un parent extrêmement ancien, l'Homo bodoensis. L'espèce vivait en Afrique il y a près de 500 000 ans, mais nous ne la connaissons que par un seul crâne trouvé en Éthiopie. L'Homo bodoensis aurait vécu à une époque très trouble de l'histoire, connue sous le nom de Pléistocène moyen. C'est à cette époque que l'Homo sapiens est apparu en Afrique et que les Néandertaliens ont fait leur apparition en Europe. Cependant, l'évolution humaine au cours de cette période est très mal comprise. Faute de preuves matérielles suffisantes pour brosser un tableau clair de la façon dont les choses se sont passées. Par exemple, l'unique spécimen d'Homo bodoensis est un morceau de crâne trouvé dans une rivière asséchée en 1976. Il a fallu près de 50 ans aux scientifiques pour trouver un nom à cette nouvelle espèce. Les scientifiques de l'université de Winnipeg tentent désormais d'utiliser Homo bodoensis comme terme générique pour toutes les espèces humaines de la même époque vivant en Afrique. Cependant, tous les scientifiques ne sont pas vraiment d'accord. D'autres, comme le chercheur britannique Chris Stringer, pensent que de nombreuses espèces humaines différentes vivaient en Afrique et affirment qu'elles ne peuvent pas toutes être regroupées dans une seule catégorie. Et même avec toute la science moderne, l'évolution humaine reste largement inexpliquée. Signaux extraterrestres. Les astronomes à la recherche désespérée d'une vie au-delà de la Terre ont fait une découverte plutôt inhabituelle le 18 décembre 2020. Un signal radio inexpliqué a été émis à proximité de l'étoile Proxima Centauri. Et bien que les scientifiques affirment qu'il ne s'agit probablement pas d'un message extraterrestre, ils ne peuvent pas exclure complètement cette possibilité.
Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de notre Soleil. Elle se trouve à environ seulement 4,2 années-lumière et possède sa propre paire de planètes. Et les scientifiques pensent même que l'une de ces planètes est suffisamment tempérée pour abriter un jour la vie. Mais pour autant que l'on sache, la planète n'abrite pas et n'a jamais abrité de vie complexe. La découverte du signal radio est due à des recherches de l'Observatoire Parkes d'Australie. Ils ont baptisé le signal BLC1 et affirment qu'il s'agit de la chose la plus excitante qu'ils aient jamais détectée au cours de leurs recherches d'extraterrestres. Seth Shostak de l'Institut SETI a déclaré que si le signal radio provenait réellement d'une civilisation avancée située dans le système stellaire voisin du nôtre, la vie sur Terre en serait changée à jamais. Cela signifierait que la Voie lactée elle-même regorge de civilisations capables de communiquer. Mais cela signifierait aussi qu'aucune de ces civilisations n'a encore trouvé le moyen de contacter ses voisines. Et voici les découvertes scientifiques récentes les plus intrigantes et qui pourraient bouleverser notre avenir. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo. Et en 1938, Majorana a disparu dans des circonstances très mystérieuses.